Il y a 50 ans, presque jour pour jour, l'Angleterre, puis quelques heures plus tard la France, allait déclarer la guerre à l'Allemagne. 54 millions d'hommes devaient laisser leur vie au cours de ce deuxième conflit mondial. 50 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, la 7 et la télévision allemande, c'est une sorte de dérision, d'une certaine manière, tentent ensemble de construire une télévision commune. Ce que nous avons voulu faire ici à la 7 pour commémorer cet anniversaire, c'est d'essayer de retrouver ce que l'allemand moyen et le français moyen voyaient du monde extérieur au début de la Deuxième Guerre mondiale, puis plus tard. Comment faire? Vous avez vu vous-même de nombreux extraits de ces journaux d'actualité dans de nombreuses émissions consacrées à cette période. Mais les journaux, dans leur intégralité, ceux que vous allez voir, sans que nous les coupions du tout, la matière brute de ces journaux d'actualité cinématographique, c'est ce que voyaient les gens chaque semaine. Et ils n'avaient que cela, car la télévision n'existait pas, pour considérer le monde extérieur. Ces journaux étaient naturellement soumis à la propagande, totalement du côté allemand, partiellement du côté français, puis totalement du côté français à partir de 1942. C'est cela que vous allez voir. Et c'est cela qui est original. Naturellement, pour nous aider à suivre et à comprendre et à interpréter ces événements, nous aurons à faire appel à deux historiens, deux hommes de générations différentes, marqués l'un et l'autre par la Deuxième Guerre mondiale à des titres différents. Le français est Marc Ferraud, l'allemand est Klaus. Tu sais, la guerre de 39-45, moi je l'ai vécue deux fois. D'abord comme adolescent, de 39 à 45, bien sûr, et puis ensuite comme historien, 40 ans après. Et chaque fois, je dois dire que c'est un souvenir difficile. En 39-45, bien sûr, j'étais tout jeune, j'avais 14 ans. Quand la guerre a commencé, j'étais en seconde au lycée Carnot. On a commencé un peu plus tard que la rentrée normale, bien sûr. Mais il y avait quand même une grande angoisse. Et nous étions parfaitement, tous mes camarades en classe et moi, très sensibles à la conjoncture internationale, parce que l'année d'avant, il y avait eu quand même Munich, et on sentait qu'il allait se passer des choses très graves. On était très anxieux. Et puis très vite, d'ailleurs, on a compris pourquoi, puisque ça a été le désastre, l'exode, et j'ai vécu toute la guerre. Je l'ai vécu de plus en plus tragiquement. D'abord parce que je suis parti en zone sud, comme beaucoup de gens. Ensuite, ma mère a été arrêtée. Ensuite, mon cousin prisonnier n'est pas revenu. Ensuite, j'ai été résistant. J'étais au 6e bataillon de chasseurs alpins, au Vercors. J'ai donc vécu à peu près toute la tragédie. Et cette tragédie s'est terminée par une scène tragico-comique, lorsque, dans mon bataillon, on a été libéré un village où il y avait une partie de ma famille qui était là. J'avais une tante qui était latino-américaine, qui avait épousé un oncle qui était mon oncle maternel. Et ma tante m'a dit, en me voyant arriver, déguisé en chasseur alpin avec mon béret, etc., « Tiens, Marco, tu es devenu un terroriste. » Et c'était en quelque sorte la fin de ce drame personnel, que mes actes de résistant, même ceux-là, étaient accueillis de cette façon par l'opinion publique, par la famille. Donc ça a été une période très très dure, et je l'ai revécu très durement, 40 ans après, en écrivant un livre sur Pétain. Toi, j'imagine que tu n'as pas eu le même destin, puisque Non. tu es né après. Je suis né après, en 47, donc je n'ai pas vécu la guerre. Mon père l'a vécu,
Ma mère a passé une année dans le service de travail obligatoire et j'ai donc découvert la guerre peu à peu, petit à petit, à travers les récits de mon père, qui en a d'ailleurs pas souvent parlé. C'était une période trop dure pour lui parce qu'il en a souffert physiquement et il en est resté marqué moralement aussi. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus marqué et qui a aussi fait qu'après j'ai voulu comprendre. Oui, mais est-ce qu'il y avait le sentiment de culpabilité chez les Allemands qu'on imaginait chez nous en France, pour tout ce qui s'est passé? Certainement pas dans ma famille. Oui. Pour mon père, il y avait une autre notion qui pour lui était primordiale, essentielle, c'était la responsabilité. La responsabilité? La responsabilité allemande, après avoir déclenché cette guerre et cette extermination du peuple juif et d'autres peuples, il était imprégné de la responsabilité de reconstruire, de construire autre chose, de construire une Allemagne paisible, peut-être pas pacifiste, mais paisible, et c'est pour ça qu'il a très tôt, il s'est engagé pour la réconciliation franco-allemande. Il a été un des premiers journalistes qui s'est engagé pour une réconciliation avec la Pologne. Et je me souviens toujours, en 1900, je crois que c'était en 58 ou 59, mon père avait lancé dans un discours devant le Parti chrétien-démocrate l'idée d'une reconnaissance de la Pologne et donc une certaine reconnaissance de la frontière, la fameuse ligne Oder-Neisse. Et c'est ça qui t'a amené à être historien de cette période ou... Ce qui m'a amené, c'est que j'ai vécu ça en tant qu'enfant, j'avais 10-11 ans, et je me souviens que pendant 2 ou 3 semaines, le téléphone n'a pas arrêté chez nous de sonner. J'ai vu ma mère avec parfois des larmes aux yeux. J'ai vu mon père qui était très, très malheureux. J'ai vu dans le courrier des cartes postales avec des insultes énormes que je comprenais à peine en tant qu'enfant. Et j'ai compris que mon père, en parlant de la Pologne, en proposant un respect de la frontière Oder-Neisse, a dû soulever quelque chose en Allemagne que je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est cet effort de comprendre pourquoi finalement on maltraitait mon père, parce que je l'ai vécu à travers mon père, qui m'a amené ensuite à dire il y a quelque chose à creuser. Ouais. Et l'événement qui m'a ensuite marqué, c'était au milieu des années 60, quand j'ai vu le montage qui a été fait par Erwin Leiser, le film Mein Kampf, Mon combat, qui était pratiquement le premier film fait à partir des documents de l'époque, où j'ai découvert le nazisme autrement que à travers les paroles de mes parents. J'ai vu les atrocités que pour moi étaient inimaginables. Et bon, je crois que la première réaction de toute ma génération a été mais comment a pu se passer ça? Comment les gens ont pu accepter sans réagir? Et c'est de là que je me suis dit, il faut que je creuse. Et c'est ça qui m'a amené à m'occuper un peu de cette période et aussi de dire, il ne faut pas que ça recommence. Et un des moyens pour comprendre, c'est l'histoire. Oui. Moi, en vérité, c'est un petit peu différent. Je n'arrivais pas... Je voulais un peu aussi déceler la relation ambiguë que les Français avaient eue pour Pétain. Essayer de comprendre aussi pourquoi on n'en parlait jamais. C'était comme en Allemagne. Oui. De Pétain. On parle de Vichy, on parle des collabos, on parle des résistants. Mais Pétain, on était à l'écart. On le mettait à l'écart. Et je me rappelle bien qu'au maquis, par exemple, entre nous, on parlait de Laval, on le traitait de salaud et tout, d'Arnand, salaud et tout. Pétain, on n'en parlait pas, parce que même parmi les résistants, Oui. il y avait une certaine ambiguïté, et j'avais envie de savoir un peu qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire, etc. Mais pour moi, l'enjeu était différent. Avant tout, je me considère comme un historien, c'est la raison d'être de ma vie, en quelque sorte, et je me suis dit qu'on juge un historien à son objectivité sur des problèmes graves, où tout le monde peut être juge. Alors, parler de Néron ou de Cincinnatus, il n'y a pas d'enjeu, au fond, à être un historien équitable.
Tandis que sur Vichy et Pétain, essayer de faire un livre où personne ne pourra dire « il est de mauvaise foi », ça, pour moi, c'était la raison d'être de mon métier, tu comprends? Alors, j'ai essayé de travailler cette période, et j'ai recommencé, mais alors, pour dire la vérité, je le regrette aussi un peu, parce que c'était à nouveau du sel sur mes plaies. Oui. J'ai beaucoup souffert pendant la guerre. Et recommencer à travailler ça, les archives, revoir toutes ces atrocités, me rappeler le comportement des gens, c'était horrible. Et j'ai presque plus souffert en étant historien que quand j'ai souffert réellement. Parce que quand j'ai souffert réellement, je pouvais me défendre, je pouvais être soldat, et ce que j'ai été d'ailleurs. Mais quand on est devant l'histoire, on est totalement impuissant. Voilà, voilà un peu ce qui s'est passé. C'est peut-être un peu ce sentiment d'impuissance que j'ai aussi ressenti devant les images quand j'ai vu Mein Kampf. Oui. Mais je me rappelle qu'en 69-10, j'ai eu beaucoup d'étudiants allemands qui venaient en France pour essayer d'apprendre des Français l'histoire autrement qu'on l'enseignait en Allemagne, parce que l'école historique française avait une réputation d'être une école novatrice, l'école des annales, etc. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai eu beaucoup d'étudiants allemands qui m'ont dit ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire que Mein Kampf avait joué le rôle d'un révélateur, d'un explosif. Ils s'étaient mis à contester leurs parents. Ils s'étaient mis, à partir de Mein Kampf, à dire « Comment vous nous faites de la morale? À nous, vous nous dites « Tiens-toi bien à table, fais ceci, fais cela. Regardez ce que vous avez fait. » C'est sur les images. Et ça a amené une crise qu'on a connue en 68 en France, mais qui était beaucoup moins violente au niveau de la famille en France qu'en Allemagne. Parce qu'avant d'avoir vu les images de Mein Kampf, on savait en tant que jeune de la génération d'après-guerre qu'il y a eu la guerre. On savait que l'Allemagne avait, ou les Allemands avaient souffert de la guerre, mais on ne savait pas pourquoi. On ne savait pas pourquoi cette guerre était arrivée. On ignorait plus ou moins l'atrocité de l'extermination des Juifs. Elle était mentionnée, mais un chiffre, ça vous dit rien. Mais quand je te vois les larmes aux yeux, ça me touche 3 fois plus que le chiffre de 6 millions. Et donc, tout d'un coup, à travers ces images, on s'est dit, il y a eu autre chose que la souffrance de nos parents. Et tout ça, on n'en a pas parlé. Et tout ça a dû marquer les autres. Et je ne peux pas sortir de cela. Je ne peux pas faire l'impasse dessus. Si je fais l'impasse par cette période, il y a quelque chose qui me manque. Et jamais je pourrais être moi-même, jamais je pourrais regarder l'autre en face. Je ne pourrais pas te regarder en face. Mais les images qu'on a vues et qu'on va revoir, là, ça recommence. Hein. Ah oui. Parce qu'on va revivre Dès le la drame première. dès le mois de septembre, l'inconscience des Français, le sérieux des Allemands, l'intoxication antisémite dès la deuxième semaine de guerre, ou à peu près chez les Allemands. On va tout revivre semaine après semaine. Ça va être horrible. Enfin,